développer directement le produit fini, donc faire un proto qui fonctionnait. Ouais. Bon, on a changé d'idée entre-temps. Ouais. Et puis la première chose qu'on s'est dit, l'erreur qu'on avait faite, c'est de vouloir développer ce produit alors qu'on n'avait pas encore vraiment testé le marché. Ok. Et donc en fait, notre premier proto, c'est quoi? C'était vraiment 4 cartes en carton. Ouais. On a des cartes de visite avec un panneau solaire derrière en fait. Ouais. Et on avait collé ces 4 cartes de visite ensemble Ok. avec du scotch. Ouais. On avait intégré un port USB qu'on avait trouvé, Ouais. dans la rue, pour dire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tester notre marché. Ouais. Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Avec plaisir. Je vous ai invité parce que vous avez lancé Sunslice. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement, expliquer ce que fait Sunslice, ce que fait votre startup? Alors Sunslice, en fait, c'est une société qui a créé le produit Sunslice, qui est en fait un chargeur solaire portable, le plus petit chargeur solaire portable du marché. Et Okay. donc on a voulu faire un format que beaucoup de monde connaît, c'est-à-dire un format carte de crédit. Donc on a une surface en fait du chargeur qui est comme une carte de crédit, Ouais. et disons une épaisseur comme un iPhone, donc un peu moins Okay. d'un centimètre. D'accord. Et c'est un chargeur en fait qui se déplie pour obtenir vraiment une surface nettement plus large et qui permet de charger des smartphones, des GPS, des caméras, Ouais. enfin toutes sortes d'appareils USB Ok. à une puissance vraiment assez importante, Ok. et donc vraiment bien se positionner dans le marché par rapport aux autres chargeurs solaires qui sont plus grands, Ouais. mais souvent de la même puissance ou moins puissants. Ok. Donc j'ai plus besoin de me trimballer à tout un tas de batteries si je pars en voyage ou d'avoir ma batterie portable avec moi si Voilà. jamais j'utilise beaucoup mon téléphone. Voilà, Ça résout ce problème-là, quoi. ça résout ce problème-là. Alors avoir une batterie, c'est toujours intéressant aussi, ça permet de effectivement garder cette autonomie, de charger sa batterie pendant la journée et de charger son téléphone le soir, mais le chargeur permet instantanément de charger n'importe quel appareil USB en fait. Ok. Comment vous est venue l'idée? Est-ce que vous avez eu le problème? Ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un marché et une place à prendre? En fait, c'est comme ça qu'il faut démarcher. Nous, on a commencé dans l'autre sens. Ouais. Donc, à la base, notre produit, c'était quelque chose de complètement différent. C'était un puzzle solaire. Donc, c'était un panneau solaire qui était découpé en petits panneaux solaires qu'on pouvait réassembler d'une manière qu'on avait trouvé et qui fonctionnait. Ok. Mais au final, en allant tester notre idée sur le marché et en interviewant des gens, etc., on s'est rendu compte que cette idée, ça n'intéressait personne. Ok. Et donc, c'est là qu'un jour, il y a un explorateur avec qui on était allé boire un verre pour un peu avoir son idée, qui nous a dit ouais, votre truc, les gars, ça m'intéresse pas énormément, Ouais. mais si vous arriviez à faire rentrer ça dans ma poche ou dans un portefeuille, Ouais. alors là, moi, ça m'intéresserait beaucoup plus. Ok. Donc là, on a commencé à réfléchir un peu sur le côté et on s'est dit il faut combien de panneaux solaires pour arriver à charger un téléphone, et est-ce qu'il y a moyen de faire rentrer ça dans une carte de crédit? Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, on y arrive. Ouais. Vous avez rencontré un explorateur, tu dis? Oui, donc Est-ce que tu peux développer ça parce que ça Oui, m'intéresse. donc en fait, on a envoyé des emails à blanc, comme ça, Ouais. donc à des gens qui d'une part, n'avaient rien à voir. On a juste fait une recherche internet avec genre explorateur, CapXP, etc. Ok. Et au final, sur une dizaine d'emails qu'on a envoyés, on a eu 3-4 retours, dont 2-3 personnes qui partaient en trek, en exploration. Ok. Donc le gars, lui, typiquement, il partait en Alaska 2 semaines plus tard, Ah oui, d'accord. pendant un mois, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas de tome de dans le dos par hasard dans le lot que vous avez essayé de contacter? Non, on l'a pas, Non, on l'a ok, pas ouais, contacté. parce qu'il aurait pu être intéressé. Effectivement. Euh, C'est en train de- Et vous avez fait des études d'ingénierie parce que vous avez une compétence là-dedans à la base? Ouais. Donc moi, j'ai fait ingénieur en électromécanique. Ok. Là, je viens de terminer, j'ai mon master, Mhm. avec une spécialisation en énergie. Et moi, j'ai fait ingénieur civil en construction. Ok. C'est pas exactement le même domaine, mais il n'y a rien à faire quand on travaille dans un domaine qui n'est pas le sien comme ça. Au début, Ouais. on ne connaît pas grand-chose. Mhm. Moi, j'ai la chance de travailler avec Henri qui est très très bon. Et du coup, de devenir un peu expert dans son domaine aussi. Ouais. Ce qui est très intéressant, de faire d'autres choses aussi que ces études. Donc vous êtes complémentaires au niveau des compétences, mais comment est-ce que vous avez décidé de travailler ensemble? Alors, C'est venu le projet est né d'un projet d'université. Ok. Et ce projet-là se faisait avec plusieurs groupes. Enfin, il y avait plusieurs groupes qui s'étaient formés. Et une fois que le projet était terminé, donc c'était cette histoire de puzzle solaire là, qu'Henri expliquait juste au début. Quand ce projet-là était rendu, le papier était rendu, on avait eu tous nos points, etc. Tout le monde arrêtait le projet comme d'habitude. Okay. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, Henri avait une chouette idée. Et moi, j'ai continué à en parler avec Henri. On a fait des brainstorming, etc. En se disant, tiens, peut-être qu'un jour, on lancerait bien ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, on a continué à travailler dessus. Et puis le programme StarTech, qui est un programme organisé en entrepreneuriat à l'EPL,
m'a téléphoné pour me demander si je voulais présenter mon projet en finale de Startech. Et puis je me dis, ah, mais tiens, il faudrait peut-être demander à Henri, il a un très chouette projet aussi. Et c'est comme ça qu'on a été présenté ce projet à deux, qui est à la base un projet d'université, sur lequel on ne travaillait pas à deux, mais qu'on a voulu continuer tous les deux et apporter à maturité pour vraiment pouvoir le présenter. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et au niveau concret, comment ça s'est passé? Je veux dire, vous voulez développer un mini panneau solaire. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour construire un panneau solaire? D'abord, tu dois avoir l'idée de ce à quoi tu veux arriver. Donc, c'est ce qu'en ingénierie, on appelle un cahier des charges. Donc, nous, typiquement, on voulait un truc qui rentre dans un portefeuille, ça c'était et qui soit capable de charger un téléphone. Après, tout ce qui vient en plus, c'est un peu accessoire en quelque sorte. Donc ta proposition de valeur principale, elle est là. Et de là, il faut dire, mais comment on fait pour arriver à cet objectif? Et donc là, de fil en aiguille, tu te rends compte que là, il y a des difficultés, ça c'est pas évident, etc. Et donc, voilà, tu cherches des solutions électriques, mécaniques, et même entrepreneuriales en général, pour arriver à ton objectif. En fait, tu connais la puissance qu'un téléphone a besoin. Tu sais convertir cette puissance en une surface de cellules photovoltaïques. Le tout, c'est de choisir la bonne technologie, etc. Une fois que tu connais la surface que tu as besoin et que tu sais le format que toi tu veux au final, tu essayes de faire des combinaisons de pliage et autres. Et puis le tout, c'est d'arriver à trouver la solution pour tout ce qui est pliage. Parce que tout ce qui est charnière mécanique et électrique, ça pose souvent beaucoup de problèmes dans énormément de domaines. Et donc voilà, nous on a eu ce problème-là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais donc voilà, c'est comme ça que... Et du coup, vous avez fait plein de prototypes, j'imagine, entre la version que vous avez aujourd'hui et votre première version. Je sais pas combien de temps il s'est passé et combien d'échecs il y a eu, mais ça devait être un casse-tête. Il y a eu beaucoup d'échecs. On a vraiment commencé avec notre intuition, notre idée de base, donc on a pris des panneaux solaires standards en quelque sorte, on a commencé à replier, regarder comment ça marchait. Après on s'est dit, on va prendre des autres panneaux solaires, on va faire des prototypes visuels plutôt que électriquement fonctionnants, parce qu'on s'était dit, on sait que théoriquement c'est possible, donc on va plutôt s'axer sur vraiment la conception pour se rendre compte si vraiment il y avait moyen. C'était ça la grosse difficulté, parce que la surface solaire en quelque sorte, si elle est là et qu'elle est bien utilisée, on sait recharger un téléphone. Donc la grosse difficulté, c'était vraiment d'arriver à rendre ça en un produit compact et joli, quoi. Et donc de fil en aiguille, on a trouvé des gens qui étaient capables de faire des choses très intéressantes. On a trouvé, à force de parler avec des gens, ça a mis 3 ans effectivement, mais on a commencé à avoir des fournisseurs qui voulaient bien nous parler, qui voyaient qu'on faisait quelque chose de concret, qu'on était sérieux. Donc là maintenant on a trouvé des panneaux solaires en Chine qui sont faits sur mesure pour nous, qui sont extrêmement beaux et qui sont presque, j'ai envie de dire, à la pointe de la technologie, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont accès. Mais ceux-là, on est allé les déboucher en Chine à leur entreprise, quoi. Et puis oui, on travaille avec un bureau de design à Liège pour que on leur a donné l'idée générale. Maintenant, eux, ils font en sorte que ça se replie bien exactement comme il faut, etc. Donc voilà, de fil en aiguille, c'est échec et on voit ce qui marche pas et donc on se redirige. Et si je peux rajouter quelque chose, on a l'idée du puzzle solaire, on a voulu développer directement le produit fini, faire un proto qui fonctionnait. Bon, on a changé d'idée entre-temps. Et puis la première chose qu'on s'est dit, l'erreur qu'on avait faite, c'est de vouloir développer ce produit alors qu'on n'avait pas encore vraiment testé le marché. Et donc en fait, notre premier proto, c'est quoi? C'était vraiment 4 cartes en carton. On a des cartes de visite avec un panneau solaire derrière, en fait. Et on avait collé ces 4 cartes de visite ensemble avec du scotch. On avait intégré un port USB qu'on avait trouvé dans la rue, pour dire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tester notre marché. On avait un truc qui fonctionnait pas, et pourtant les gens, il y en avait vraiment quelques-uns, c'était des exceptions, mais il y en avait quand même quelques-uns qui me demandaient s'ils pouvaient pas nous l'acheter, quoi. Ils croyaient que ça fonctionnait. Alors qu'honnêtement, ça ressemblait pas du tout à un produit qui pourrait fonctionner, quoi. C'est pas intéressant, vous avez fait semblant d'avoir quelque chose qui fonctionnait pour tester si ça marchait. Parce qu'on avait fait cette erreur-là que d'essayer de développer quelque chose avant, et ça avait pris du temps, et au final ça nous a servi à rien, parce qu'on a remarqué que le produit n'était pas attirant, et puis on s'est dit non, cette fois-ci on fait pas l'erreur. Et ça c'est quelque chose que voilà, on nous en parle toujours dans nos workshops et autres, tester d'abord le marché, le MVP, Minimum Viable Product qu'il faut avoir, qu'il faut montrer. Et on écoute, on dit oui, c'est bien beau, mais nous on a quand même un truc qu'on a envie de montrer, on n'a pas l'impression que finalement ça va attirer les gens.
Mais c'est pas vrai, les gens vont peut-être pas te l'acheter directement parce qu'il fonctionne pas, mais au moins les gens sauront ce que c'est et te diront oui, c'est ça que je veux. Et puis... Ça me fait penser à l'histoire de Dropbox. Je sais pas si vous savez comment ça a démarré Dropbox, mais en gros le mec, pour développer Dropbox, il avait besoin de je sais pas combien de millions de dollars. Et du coup, il a créé une vidéo dans laquelle il, entre guillemets, il fait semblant, donc il prend les dossiers et puis il les met dans un autre dossier, et il fait genre ça synchronise, mais c'est lui qui copie-colle, et puis il a fait un montage derrière, et puis il a montré cette vidéo aux investisseurs, et puis bam, il a eu le financement pour développer ça, quoi. Donc ça me fait vraiment penser à ce que vous avez fait. Vous avez d'abord testé, puis développé votre produit, quoi. Tu as parlé des fournisseurs. J'ai interviewé Amélie qui a créé Les Copines, et au début, avec les fournisseurs, c'était compliqué parce que les fournisseurs voyaient qu'elle était débutante, elle ne connaissait pas le métier, les fournisseurs n'étaient pas hyper évidents. Est-ce que vous avez eu le même problème? Comment est-ce que les fournisseurs ont réagi à votre demande parce que vous étiez jeune quand vous vous êtes lancé? Comment ça s'est passé? Je crois que on n'a pas travaillé avec énormément de fournisseurs non plus. Donc, notre fournisseur principal jusqu'à présent, c'est les panneaux solaires. Et donc, ces fournisseurs-là, c'était... la difficulté avec eux, c'était pas le fait qu'on soit jeune, etc. Ça, ils étaient assez ouverts. Au final, eux, ils veulent juste du business. Par contre, c'est un industriel chinois qui a une capacité de production de 40 000 panneaux par jour. Nous, ça veut dire qu'il nous en faut 5 000 pour produire... il nous en faut 6 000 pour produire 1000 unités. Donc, pour te donner une idée, on est un petit client, on est un petit poisson, quoi. Et en plus de ça, donc ça ce serait pour notre première commande qu'on n'a pas encore passée. Maintenant, on a juste un devis, on s'est mis d'accord sur le produit, etc. Mais oui, nous, on lui demandait des échantillons de 6 pièces pour pouvoir construire notre prototype. Donc pour un mec qui sait en faire 40 000 par jour, avoir un étudiant belge qui se ramène et qui lui demande 6 échantillons, s'il vous plaît, bah lui, il a été sympa en quelque sorte. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, voilà, on joue aussi, on tire des ficelles à gauche, à droite, parce que cet industriel chinois-là travaille souvent avec une boîte hollandaise qu'on a contactée, avec qui on a eu des contacts pendant un certain temps. Et donc, je connais assez bien la culture chinoise. Donc, c'est vrai que si on passe par un ami, bah, ça crédibilise aussi, etc. Et donc, c'est une combinaison de choses qui a fait que vous avez pu le faire. C'est plus facile. Il faut pas se voiler la face, c'est pas évident de rencontrer des fournisseurs au départ parce qu'on est, comme tu dis, un petit poisson, des petits étudiants encore. Bon, le fait de dire qu'on vient de l'UCL, par exemple, pour ceux qui viennent de l'UCL, puis d'autres, c'est toujours déjà intéressant, les gens trouvent ça quand même assez chouette. Mais, donc, le début sera toujours difficile. Maintenant, si on n'essaye pas, on n'y arrivera de toute façon pas. Et identifier ces fournisseurs et les rencontrer, je pense que c'est une première... ça permet de valider certaines choses et c'est indispensable finalement. Donc, il ne faut pas se dire qu'on est les seuls. Au final, tout le monde a ce problème-là. Il faudrait bien commencer quelque part. Donc, commençons là. Ceci dit, tout ce qui n'est pas sur mesure, c'est beaucoup plus facile de se le procurer. Tout ce qui est standard sur le marché. Donc maintenant, avec Internet, on a accès à énormément de choses avec Alibaba, AliExpress, Amazon, etc. On se fournit aussi sur Internet. Ça coûte plus cher à l'unité, mais en prototypage, au final, on ne doit pas aller déboucher des fournisseurs. Il y a moyen de se débrouiller comme ça. Ça dépend ce qu'on fait, évidemment. Donc, nous, pour les panneaux solaires sur mesure, pendant tout un temps, on a essayé de les faire nous-mêmes. On y est arrivé, mais c'est pas facile. Ça prend beaucoup plus d'énergie et de temps, quoi. Donc voilà, si je peux donner un conseil à qui que ce soit qui veut faire un truc physique, du hardware, il faut partir sur des solutions disponibles dans le commerce et pas essayer de développer des trucs... sauf si le produit en lui-même est innovant. Mais si on peut utiliser des morceaux qui sont déjà disponibles dans le commerce, c'est beaucoup plus simple que de développer chaque morceau individuellement. Parce que alors ça devient un projet entrepreneurial pour chaque pièce. Et ça, c'est beaucoup trop dur. Vous vous êtes lancé pendant vos études? Oui. C'était des études qui étaient pour moi, je vois ça comme des études qui ne sont pas évidentes. Comment ça se passe niveau time management, au niveau de la gestion de votre temps quand vous lancez une start-up comme Sunslice? Je pense que ça vient au fur et à mesure, on commence de manière assez douce et donc au final, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, s'intègre de mieux en mieux dans un programme. Et c'est vrai que si on avait dû savoir exactement le programme qu'on aurait eu 2 ans plus tard en étant étudiant et entrepreneur, on aurait peut-être eu un peu plus peur qu'au début. Mais finalement, c'est quelque chose qui s'intègre bien, on s'y fait. Et c'est quoi? C'est aller au cours la journée, c'est de travailler un peu dans les intercours, les trous qu'on a pendant la journée, et aussi le soir énormément se retrouver. Il y a certains cours bien sûr où
il y a un certain moment, je pense, où on se dit, bah, tiens, ce cours-là est peut-être moins important, Ouais. et donc on n'y va pas, et on se Ok. dit, bah, on travaillera après. Mais enfin, tu pourrais peut-être ajouter un peu les faits. Oui, il y avait, enfin, pour te dire, c'est vrai qu'on avait un emploi du temps assez chargé, donc il fallait faire la part des choses entre quand est-ce que le projet était plus... Moi, je compare ça toujours avec faire la cuisine, en fait. Donc c'est comme si on est au fourneau et qu'on a 2 cuisinières, Ouais. et qu'il y en a un qui cuit trop, donc il faut qu'on abandonne l'autre pendant Ok. un petit temps, parce on peut se permettre de le laisser mijoter, Ouais. mais on switch entre les deux. Ok. Donc quand on gère bien, ben, les deux vont bien. Maintenant, c'est vrai que si on met toute notre attention sur quelque chose, ça va beaucoup plus vite Ouais. que si on switch. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que faire des études en parallèle à ça, ben, ça veut dire que les deux avancent plus lentement en quelque sorte. Ouais. Donc ça dépend un peu de chacun. Et c'est vrai il fut un temps où Geoffroy il habitait à côté de chez moi, donc Ouais. notre cut était à 30 secondes l'un de l'autre. Ouais. Ça c'était pratique, mais c'est vrai que nos réunions, on était libre de 1h30 du matin jusqu'à 3h. Ok. Ça voulait dire non, on n'était pas dispo à 11h, on n'était pas dispo à minuit parce qu'on avait des travaux de groupe, etc. encore. Ok. Ouais. Mais on planifiait le matin qu'on allait se voir de 1h du mat à 3h du mat. Quoi. Et c'était assez marrant, on avait un concours, et on devait rendre absolument un bon business plan bien fini. Ouais. Bien fini, etc. Et c'était en fin d'année, donc on avait tous nos projets, Ouais. c'était l'enfer. Et là, on voit que si on a envie et si on a la motivation, c'est le faire. Parce qu'au Ouais. final, on a travaillé effectivement, comme dit Henri, de 1h, minuit et demi, Ouais. jusqu'à 3h, 3h30 du mat. Et c'était pour 2 semaines comme ça. On se demandait si on allait y arriver. Ouais. Et finalement, ce concours, on l'a gagné. Ça nous a permis de repartir oui, dans la Silicon Valley, de nouveau au niveau international Ok. et tout. Donc c'était extraordinaire. Et après ça, bien sûr, après ça, on se dit, mais enfin, ça aurait été vraiment bête de ne pas le faire. C'est quoi. ça. Ouais. Et même si on n'avait pas gagné ce truc, on avait après un business plan qui Mhm. valait en tout cas de tenir la route et tout. Donc il n'y a rien à faire, ça demande du travail. Et quand on est à fond dans quelque chose, typiquement quand c'est un concours ou quand c'est vraiment du développement de prototype où on aime bien chapeauter, etc., au final on compte pas les heures, on regarde pas à quelle heure on va dormir. Ouais. Et c'est vrai qu'après un certain moment on est peut-être un peu fatigué, mais bon, ça se rattrape à d'autres moments. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, on a été étudiant pendant 3 ans presque, enfin, disons vraiment 2 ans sur le projet, en étant étudiant. Et on avance bien sûr beaucoup moins vite que si on est comme maintenant, parce qu'on a créé la société il y a 3 semaines et on est à fond sur le projet. On avance bien sûr moins vite que si on était à 100% sur le projet, mais il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on lance la société fraîchement diplômée. Et on a finalement la chance de pouvoir lancer cette société en ayant un produit qui fonctionne déjà, qui a été prouvé, etc. Et donc c'est vrai que comme on a envie de commercialiser le produit bientôt, on se dit mais c'est génial, parce que ces 2 ans, même s'ils ont pris... Si les 2 ans c'était peut-être trop du développement de produit, mais ça permet, une fois qu'on a terminé les études, de lancer le produit. C'est ça. Et ça, c'est une chance qu'on a par rapport à peut-être d'autres sociétés qui se lancent, mais qui doivent encore commencer à développer un produit tout. T'as pris de l'avance au final, t'as fait le début du travail pendant tes études, du coup. Et on est beaucoup plus serein quand on lance la société aussi, parce qu'on a un produit qui fonctionne. Alors que sinon, on lance une société, ou on la lance pas encore, mais on n'a pas encore de revenus, on n'est plus étudiant, on se demande, tiens, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Parce que ça se trouve, dans 1 an et demi, j'aurai toujours rien qui fonctionne. T'as déjà testé ton produit au final, et tu l'as testé pendant que tu étais étudiant, donc tu étais encore un peu abrité. Exactement. Et aussi, j'ai envie de dire, avoir fait ça pendant nos études, ça nous a aussi formés à devenir entrepreneurs en quelque sorte. Enfin, je ne me considère pas encore comme un entrepreneur aguerri, loin de là, mais je veux dire, on a déjà acquis des règles de bonne pratique, etc. On sait de quoi on parle, on comprend comment fonctionnent les choses beaucoup mieux que si on devait recommencer ça maintenant. Parce que sinon, on aurait terminé nos études avec un diplôme d'ingénieur, mais je me rends compte en 2e ou en 3e, tout ce que j'ai appris rien qu'avec ce projet, c'est énorme. Tout ce que j'aurais dû apprendre pendant mes études, si j'avais dû l'apprendre maintenant, je crois qu'on serait encore en retard d'1 an. Tu as parlé des concours. Est-ce que si je veux me lancer et que j'ai une idée, est-ce que d'après toi c'est quelque chose de capital et je dois absolument le faire? Capital, non. Ça te mettra certainement en confiance si tu arrives à gagner quelque chose. Je veux dire, il n'y a rien à faire, gagner un concours, c'est être reconnu par certaines personnes qui s'y connaissent, en tout cas qui s'y connaissent mieux que toi, que moi. Donc ça met en confiance. Nous, ça nous a permis de découvrir des horizons quand même assez extraordinaires. On est parti la première fois aux États-Unis, on était en bac 3, on est parti vers la Silicon Valley, on a fait... Enfin, il n'y a rien à faire, en plus c'est marrant, les États-Unis, San Francisco, etc. On s'est bien marré, en plus de ça, on a rencontré des personnes hyper intéressantes. Et puis tu vois cet écosystème extraordinaire, quoi. Les gens...
les gens investissent des millions d'euros dans des sociétés. Alors nous, on n'était pas du tout à ce stade-là. Donc on ne pouvait même pas demander ça, on ne pouvait même pas espérer rencontrer quelqu'un qui allait vouloir investir dans notre produit parce qu'on ne voulait même pas, on n'avait qu'une idée. Ça ne sert à rien. Mais le fait de rencontrer tous ces gens-là, c'est super motivant. Donc là, c'était le premier concours. Le deuxième concours, on est reparti au même endroit, mais de nouveau, c'était un concours sur. La première fois, c'était sur un produit, après, c'était sur un business plan. Dire, ça met en confiance sur les choses et je pense que ça permet de faire avancer énormément un projet en une fois parce qu'on a une deadline, on a des critères à respecter. Et en général, ces critères sont bien fixés. Pour un business plan, on va te demander de respecter tel critère. Ce sont des critères qu'il faut en général respecter. Et comme on disait, nous, on a travaillé de minuit à 3 heures tous les jours. On ne l'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas eu un concours avec une deadline fixe. Donc voilà, l'avantage d'un concours, c'est que ça te met des deadlines, ça te fait avancer ton projet énormément. Et puis ça te fait, finalement, le travail peut être reconnu. Alors s'il ne l'est pas, parce que bien sûr, nous aussi, on a participé à des concours, on n'a pas gagné. Ça ne change rien sur le saut en avant qu'on a fait. Ça permet de te remettre en question sur des choses. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné? Tiens, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer pour la prochaine fois? Avoir du feedback. Et on a un feedback extraordinaire parce que les gens qui viennent faire jury un concours, c'est quoi? C'est des chefs d'entreprise, souvent c'est des entrepreneurs aussi, des business angels, voilà, tout type d'investisseurs. Et je veux dire, et puis ça permet de rencontrer, de présenter son projet devant pas mal de personnes et de rencontrer des personnes super intéressantes. Aujourd'hui encore, on a des contacts avec des gens qu'on a juste rencontrés dans le jury ou même dans l'assemblée et qui seraient peut-être, qui sait, je sais pas, qui peuvent nous aider pour le développement, qui peuvent même nous aider pour l'investissement par après. Enfin, c'est ça qui est intéressant au concours, c'est sortir de sa bulle. Quand on reste chez soi, on développe, puis on sort un peu pour tester, pour voir d'autres personnes, mais des concours, ça permet de vraiment challenger ton projet devant des gens qui s'y connaissent 10 fois, 100 fois mieux que toi, surtout quand tu commences. Et donc qui permettent de se poser plein de questions et de résoudre des questions que sinon on attendrait peut-être encore 2 ans pour la résoudre. Et donc vous êtes parti dans la Silicon Valley. Est-ce que vous avez... Évidemment, il y a une différence par rapport à notre écosystème en Belgique. C'est quoi qui vous a le plus marqué quand vous êtes débarqué là-bas? Qu'est-ce qui vous a le plus... est-ce qu'il y a une énorme différence? Comment ça se passe là-bas au niveau entrepreneurial? La grosse différence, c'est vraiment dans l'attitude. C'est que les gens sont extrêmement positifs. Il y a vraiment une sorte d'engouement général. C'est limite, là-bas, on dit le serveur, il va essayer de te pitcher son idée, tu vois, entre deux plats. C'est vraiment, tout le monde a une idée, mais aussi tout le monde est extrêmement encourageant, etc. Et aussi très cash. Donc, ça veut dire que si les gens ne croient pas en ton idée, ou s'ils trouvent que c'est de la merde, ils vont le dire, quoi. Ce qui est peut-être mieux. Ce qui est mieux. Et c'est pour ça, je trouve que c'est extrêmement constructif. Et les choses, là-bas, avancent beaucoup plus vite qu'ici, parce que si on a une bonne idée, ça met pas longtemps avant de trouver déjà quelqu'un qui a l'argent et qui est motivé à le mettre sur la table. Ils y réfléchissent moins vite que nous. Là-bas, la mentalité, c'est vraiment on va investir sur 10 startups et on sait qu'il y en a 9 qui vont mourir et il y en a une qui va nous ramener un pactole. Tandis qu'ici, c'est on vise une fois et on tire, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est... Dans la mentalité générale, je pense que voilà, t'as raison. Maintenant, la mentalité, je pense, des États-Unis vient au fur et à mesure. En Belgique, on le voit. Ça se développe de plus en plus. Mais c'est beaucoup plus rapide. Et l'attitude des gens, comme disait Henri, c'est impressionnant. Et les gens te diront, s'ils n'aiment pas ton idée, ils te le diront cash. Mais c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui te disent que ton idée est pourrie. C'est ça. On en a eu des gens. On a eu des gens qui nous disaient qu'ils voulaient donner 10 € pour notre truc. Enfin, c'est gentil, les gars, mais nous, on va pas le vendre à 10 €. Ça nous coûte plus cher le produit. Ah ouais, alors c'est nul. Ok. Mais après, on demande à 3 autres personnes qui nous disent le contraire. Qui nous disent, on veut mettre 150, 200 € dans ton truc, il est super beau. C'est ça. Donc il faut vraiment, c'est ça l'avantage, c'est que c'est cash, mais il faut demander. Et tout le monde a une idée et tout le monde demande. Et ça, c'est chouette aussi, c'est les gens d'office vont te demander à toi quelle est ton idée. Ils viennent pas juste pour pitcher leur idée, ils sont contents d'entendre les idées des autres. Il y a un échange énorme. Et pourquoi? Parce que d'une part, ça rapporte, il y a des idées, c'est pas dans le but de copier, mais ça donne des idées, ça. Et puis il y a des gens qui se rencontrent et qui travaillent ensemble. Et puis bon, au niveau de l'argent, au niveau de l'investissement, effectivement il y a plus d'argent. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant pour un Belge d'aller lever des fonds aux États-Unis qu'en Belgique? S'il faut vraiment des fonds beaucoup plus conséquents, je pense que oui. S'il ne faut pas, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt d'avoir un investisseur américain? L'inconvénient aussi, c'est que tu as beaucoup plus de concurrence là-bas, comme tout le monde. Et dans cette idée-là d'entreprendre, tu as intérêt à être très 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 bon pour te démarquer, quoi. Ça dépend de ton business, parce que c'est vrai que là où on était, les salons auxquels on participait, c'était des salons de software. Et donc nous, on était en fait le seul projet hardware, mais du coup, on faisait un peu de tâches dans le décor, mais en même temps, ça plaisait, parce que les gens, ils voyaient toujours des solutions soft avec rien de tangible, et en même temps, on en a entendu des pitchs où à la fin, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font, les gars? On n'a rien compris, quoi. Alors que nous, on montre un objet, on le déplie, c'est limite, on doit... Tu vas juste le brancher au téléphone et les gens comprennent. On doit même rien dire en quelque sorte et les gens vont comprendre. Et après, on donne des détails, etc. Donc ça, c'était un aspect aussi qui
qui démarquait notre projet des autres et qui attirait l'attention en quelque sorte. Ok. Et donc effectivement, des chargeurs solaires, il n'y en avait pas d'autres sur le salon, etc. Non. Et c'est un marché qui est compétitif, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Ok. C'est plus facile de décrocher des fonds aux USA. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez besoin de financement pour développer votre projet ou comment vous avez fait? Ouais, alors en fait, le financement, c'est quelque chose. Au début, ça fait un peu rêver, dire on va trouver un investisseur qui va nous payer, et on va faire notre truc, etc. Après, c'est comme je disais, on acquiert de la bonne pratique en quelque sorte. Donc là, on n'a pas voulu se faire financer. Jusqu'à présent, on est sur fonds propres et sur subsides. Mais on commence à discuter pour vraiment passer sur des investissements. Ouais. Comme disait Geoffroy, c'est vrai que si on veut des investissements de grande magnitude, c'est là-bas qu'on va les trouver. Ok. Vous avez fait je reviens sur les études, hein, mais c'est quand même des études où tu peux trouver un bon boulot. Comment est-ce que votre famille réagit quand vous leur dites voilà, on se lance en entrepreneuriat et on va développer notre entreprise? Chacun réagit à sa manière, ça c'est sûr. Moi j'ai une famille à la maison qui a réagi de manière très positive. Ouais. Et d'ailleurs je trouve ça très chouette. Bon, voilà, on a la chance d'avoir fait nos études, de pas avoir pris. Moi j'ai pas pris d'année sabbatique, j'ai réussi mes années chaque fois, même mes études chaque fois en un an chaque année. Et on m'a dit oui, mais il n'y a pas de souci, si tu veux prendre un an, maintenant c'est pas un an off, hein, c'est pas pour glander, au contraire. Mais si tu veux prendre un an où tu n'as pas de rémunération et que tu peux encore rester à la maison, aucun souci, on t'encourage à le faire parce qu'aujourd'hui tu sais le faire, alors que dans 10 ans, quand tu auras ta femme et tes enfants, je veux dire, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile de faire ce choix-là. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on travaille dans une entreprise, on gagne des sous et en fonction de ce que tu fais, tu gagnes peut-être plus de sous. Ici, en l'occurrence, on gagne rien. Et on espère qu'à long terme, on puisse quand même aller rattraper ça. Mais aujourd'hui, on ne gagne rien. Mais chez moi, ça a été accepté de manière très positive parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, c'est notre rêve à nous. Quoi. Je pense aussi que, et ça s'applique en général, avoir travaillé sur le projet pendant 3 ans, s'y être donné à fond, et nos parents, ils ont vu à quel point on a travaillé pour, c'est vrai, on travaille le week-end, on travaille tard le soir, etc. On a dû faire certains sacrifices, et donc quand les parents voient ça aussi, ils se disent, c'est vrai que c'est quelque chose qui les tient à cœur, et donc ça crédibilise notre projet vis-à-vis de notre famille, comme ça crédibilise à l'extérieur, et c'est entre autres pour ça aussi qu'ils acceptent. Maintenant, c'est vrai que si je m'étais ramené de nulle part en mode, vous savez quoi, je vais lancer une entreprise, et c'est vrai qu'ils auraient eu raison de me remettre en question, parce que alors c'est très téméraire en quelque sorte. Comme je dis, en 3 ans, on a acquis beaucoup de choses. Si on se lançait là-dedans sans savoir en quoi ça consistait, c'est très dangereux en quelque sorte. Parce qu'alors là, c'est presque un an perdu. Ouais. Et de nouveau, l'histoire, le fait d'avoir un produit qui fonctionne, voilà, c'est rassurant, quoi. Ouais. Dire, ok, tu te lances, tu as quelque chose, là, tu peux bientôt le mettre sur le marché tout de suite, mais donc là, il y a, comme on disait, la longueur d'avance finalement qu'on a prise en ayant travaillé pendant 2 ans sur le projet, d'avoir développé ce qu'il fallait développer, d'avoir testé le marché, etc. Permet de dire oui, ok, lancez-vous, et puis même, au pire, vous vous plantez et vous avez perdu quoi? Vous avez perdu 1 an et demi. Ça. De toute façon, vous auriez eu une expérience de fou, quoi, de toute manière. Donc, et c'est quelque chose qui, après, si ça marche pas, peut quand même être valorisé pour notre futur emploi. Clairement. Voilà. C'est pas 1 an où on perd 1 an. C'est ça, quoi. Après, on le gagne dans d'autres skills. Ouais. Vous avez eu des grosses difficultés en vous lançant? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit ça marche pas, on arrête? Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour vous remotiver, pour pas arrêter? C'était vraiment une sorte de montagne russe émotionnelle. Il y a des fois où on reçoit un email en mode désolé les gars, moi je vais pas pouvoir faire ce que vous faites. Et c'était un pilier de notre projet en quelque sorte. Donc je sais plus qu'est-ce qu'on a eu. On a eu plein de problèmes. On a eu des gens qui nous disaient oui, on va pouvoir vous aider avec l'électronique, etc. Et après non, ça tombait à l'eau. Et même juste avant-hier, on a fait designer notre projet. Après, on l'a fait réviser par quelqu'un d'autre qui nous a dit en fait, votre truc, ça peut pas être industrialisé. C'est pas industrialisable. On se remet en question parce que c'est quand même quelque chose de fondamental. Oui. Nous, on a un proto qui est en production maintenant, qui normalement demain devrait être fini. Ouais. Et maintenant, il y a un deuxième avis d'un autre professionnel qui nous dit votre truc, si vous le lancez sans production, vous allez vous planter. Donc ça, c'est le souci le plus récent. Mais le tout, c'est d'avoir plusieurs échos. Et si cette personne-là nous disait que c'était pas bon, puis une autre nous dit oui, non, nous on sait le faire. Donc voilà, tant mieux, on trouve d'autres personnes. Et
ça va dépendre du fournisseur, ça dépend de ce qu'il veut faire. Bêtement, on avait un fournisseur qu'on avait rencontré et qui, c'était pour tout ce qui est aussi cellules photovoltaïques, etc. Donc, ok, super, on a un contact et ça marche. Et, tout. Et puis du jour au lendemain, il ne répond plus pendant un mois et demi. Possible des huit, quoi. Enfin, c'est peut-être même plus qu'un mois et demi, c'est peut-être 3 mois. Enfin, bon, on lui envoyait des messages tous les jours, mais je veux dire, il ne répondait plus, c'est pas possible. C'est nouveau, c'est un des piliers du projet. Je veux dire, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, c'est celui-là qu'on avait identifié, qu'on avait contacté et avec lequel on avait vraiment un contact établi. On comptait sur lui et du jour au lendemain, ce gars, c'est plus que nous lâcher, c'est pas. Il répond plus, quoi. Mais qu'est-ce qu'on veut avec des gens en Chine comme ça, Oui, c'est ça, ils sont rien faire. Puis finalement, le tout, c'est d'arriver à. Bon, là, il faut se recadrer, il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire si ça marche pas en fait, ça. Puis on dit, oui, mais vraiment, on va quand même lui renvoyer encore quelques messages. Puis finalement, de nouveau, le contact est établi, et là, vraiment, on a un devis et tout, donc c'est bon, quoi. Là, maintenant, on est parti. Je veux dire, peut toujours y avoir un pépin, il y en aura toujours des pépins, mais je veux dire, ici, en l'occurrence, mais on aurait pu dire non, mais c'est bon, on l'a plus, et vu le temps que ça a pris pour identifier, pour le contacter, celui-là, on n'arrivera jamais à en trouver un autre. Il faut rester flexible et se dire, si ça marche pas, il me faut un plan B. Même si c'est dur d'imaginer le plan B, parce qu'ici, en l'occurrence, on se dit, mais si lui ne répond plus, comment est-ce qu'on va faire? Et puis je pense que là, mais c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais je pense que l'équipe joue énormément dans cette histoire-là. Alors, il faut qu'une équipe soit complémentaire, ça c'est sûr. Mais il faut surtout qu'une équipe s'entende bien. Et je veux dire, parfois on se surprend à se retrouver à rigoler comme des cons pour des bêtises et se dire, tiens, mais ça, en fait, c'est typique à nous aussi, c'est de pouvoir se remettre en question, mais aussi parfois, je veux dire, il faut savoir rigoler, il faut se marrer, quoi. Ce projet, ça doit rester un amusement, ça doit rester quelque chose de chouette. Et pour le moment, on a eu pas mal d'échecs, de revers, etc. Mais chaque fois, on s'en est sorti finalement en rigolant, quoi. Même avoir peut-être, on n'a jamais pleuré, mais je veux dire, même en ayant passé une mauvaise nuit après, en ayant mal dormi sur le problème, arrivant à rigoler après, c'est important. C'est pour ça qu'une équipe, c'est important. Il faut être minimum, allez, je veux dire, pour moi, il faut être minimum 2 pour lancer un projet, parce qu'il n'y a rien à faire quand tu es dans ta merde, tout seul, c'est pas très très drôle. Il vaut mieux avoir quelqu'un d'autre qui. Il y a toujours bien un des deux qui est plus optimiste que l'autre. C'est sûr. Il y en a toujours un pour rattraper l'autre si jamais vous vous soutenez mutuellement, quoi. Les autres étudiants, ils en pensaient quoi de votre projet? Dans votre auditoire, ceux qui voyaient ce que vous développiez? Il y a deux choses. Il y a déjà la majorité qui trouvait trop bien finalement d'avoir un projet entrepreneurial. Je veux dire, à l'EPL, c'était assez nouveau en fait. On était dans l'année test de ce module entrepreneurial. Donc bien sûr que tout le monde était assez emballé par le fait d'avoir un projet, je veux dire que ce soit celui-ci ou un autre. Maintenant, il y en avait beaucoup qui étaient aussi emballés par le projet même, en disant voilà, ça c'est trop chouette, en plus il y a un truc tech, c'est cool que quelqu'un, un ingé de l'EPL, finalement, développe quelque chose de vraiment tech qui sait peut-être un jour sera vendu, nous on espère mondialement, donc dire qu'il soit... Et ça a été très bien reçu, les gens sont tous là pour nous encourager, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui pour nous, qui allons mettre ce produit sur le marché et on va faire du crowdfunding, on en reparlera peut-être plus tard. Et là, la communauté finalement que tu arrives à créer autour de toi et les gens qui sont emballés, qui sont enthousiastes par rapport au projet, c'est évidemment c'est les ambassadeurs du projet, c'est les gens les plus importants qu'on ait, parce que c'est eux qui vont parler. Et c'est parce que c'est important, d'une part parce que c'est eux qui vont parler du projet, et pour nous c'est super encourageant. Quand on voit, on a une page Facebook, Pulse and Slice. Quand on voit, on a, je sais plus, dans les 670, 680 followers, c'est des gens qui sont venus tous, disons, de manière différente, mais genre organiquement, quoi. On n'a jamais fait de pub sur cette page. On se dit, tiens, tous ces gens-là, c'est des gens qui, ou bien sont intéressés par le projet en étant tout à fait externes, ou bien en étant des amis et emballés par le projet. Puis après, il y a aussi des amis qui aiment bien le projet, mais sans plus, mais qui sont là pour montrer finalement l'enthousiasme qu'ils ont par rapport au fait qu'en tant que porteur de projet, on se montre et on essaie de mener à bout un projet. Et pour revenir un peu sur cette idée des difficultés qu'on a rencontrées, c'est vrai qu'avoir une communauté derrière, ça, en quelque sorte, ça t'encourage à passer au-dessus des obstacles pour te dire je peux pas juste laisser tomber ma communauté maintenant et juste dire j'abandonne le projet, désolé les gars. Enfin, c'est une sorte de responsabilité qu'on se met aussi d'y arriver pour tous nos followers en même temps. Et typiquement pour designer le logo et des trucs comme ça, parfois on est sur la page Facebook, on pose une question, tu me dis qu'est-ce que vous en pensez, et en fait on était impressionnés, et en particulier pour le logo parce que c'était un peu une des premières fois qu'on l'avait vraiment fait, impressionnés finalement des réponses des gens, tous très sympathiques, mais tous à mettre leurs idées et tout, et on voit qu'il y a des idées tout à fait différentes. Voilà, tout le monde a des idées différentes. Mais c'est vraiment chouette d'avoir un feedback, et puis on voit comme les gens sont motivés de nous aider, parce que là c'est vraiment nous aider. Et si on demande du feedback, c'est pas juste pour qu'ils aient leur logo dessus, c'est pour qu'on puisse avoir un beau logo.
Maintenant, vous avez lancé votre structure officielle, votre société. Comment ça se passe? Quelle structure vous avez lancée? Juridiquement, quelles sont les démarches à faire? Est-ce que vous avez eu des problèmes sur le chemin pour lancer votre structure officiellement? Comment ça s'est passé? Créer une société, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, disons de manière officielle. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Après, il faut être sûr de soi. Quand on lance la société, en général, on fait plus marche arrière. Bon, pas encore toujours, hein, c'est un peu dommage. C'est un peu perdre de l'argent pour rien. Donc voilà, le plus dur, c'est juste avant finalement de lancer ces démarches-là, c'est de dire voilà, est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui on va mettre nous on a fait une SPRL, donc il faut mettre il faut souscrire 18 600 €, mais c'est-à-dire qu'il faut en libérer qu'un tiers. Et voilà, il faut être sûr qu'on ait cet argent-là, qu'on le met dessus et que cet argent-là va rester dessus. Dire, il nous appartient toujours, mais on crée une troisième personne qui du coup. Et donc il faut être sûr de ce qu'on fait, il faut être sûr finalement de vers où on va, que ça va pas prendre encore 7 mois avant de pouvoir commencer quelque chose, parce que sinon est-ce que ça sert à quelque chose de créer une structure? Et puis, mais une fois qu'on lance le truc, il faut contacter un notaire qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui va nous dire tiens, il faut faire un plan financier, il faut ceci, il faut cela. Et puis là, effectivement, il y a un peu de travail derrière pour faire quelque chose qui tienne bien la route, faire un bon plan financier, etc. Il faut bien réviser l'acte aussi. Et en général, comme nous, par exemple, on est étudiant en ingénierie, on n'y connaît rien en droit. C'est pas vrai, on n'y connaît pas rien, mais je veux dire, on ne connaît pas les articles de par cœur, c'est pas notre domaine. Et bon, là, il faut un peu se fouler. Il faut dire tiens, mais je vais quand même bien relire cet acte parce qu'il faut savoir si telle et telle chose sont effectivement les choses que nous on veut, parce que ce sont des actes standards parfois. Bon, nous, on est tombé sur un notaire très, très sympa et ça, il nous a beaucoup aidé dans les choses. Il faut trouver un comptable aussi, ça c'est aussi important, parce qu'avoir un bon comptable qui te permet de conseiller dans pas mal de choses, c'est important, c'est pas indispensable. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça de lancer une société. Maintenant, à garder hors de l'eau, c'est ça qui est difficile. Voilà, c'est après que ça devient difficile, et c'est avant qu'il faut être sûr. Parce qu'une fois que c'est lancé, c'est un peu con. C'est ça, t'as mis ton argent dedans. Cet argent-là, justement, si c'est pas indiscret, vous avez eu recours au crowdfunding, comme tu en as parlé, ou vous avez eu recours au Friends, Family and Fools c'est sur fonds propres, c'est vraiment c'est notre argent. On a dit voilà, on se lance quoi. On se lance et on met ça dessus et on verra ce que ça devient. D'accord. Et donc le crowdfunding le crowdfunding maintenant ça va être vraiment pour passer à l'étape d'industrialisation. Donc l'argent qu'on a mis maintenant c'est pour mettre en place cette campagne de crowdfunding parce que ça a un coût aussi. Et terminer le prototype parce qu'il faut qu'il soit parfait si on veut commencer à vendre quelque chose. Maintenant, c'est vrai que si on veut passer en industrialisation, il nous faut de l'ordre de 100 000 €. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on sait mettre même avec Friends et Family, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc là, on va aller chercher vraiment de l'argent sur Internet pour faire ça. Donc le crowdfunding, c'est pour ceux peut-être qui ne connaissent pas très, très bien, le crowdfunding ici, c'est vraiment aller chercher vraiment un grand nombre de personnes qui seront prêts à mettre de l'argent dans la société. Et ici, en l'occurrence, c'est crowdfunding sur Kickstarter. Donc c'est du crowdfunding en pré-vente, en fait. On prévend notre produit, donc on va présenter notre produit au monde entier, parce que le but, c'est vraiment de faire un truc international. On va le présenter au monde entier et on espère que les gens aiment bien le produit. D'ailleurs, ce sera encore de nouveau une preuve de nouveau de traction marché. Et si les gens sont intéressés, ils vont pouvoir acheter le produit en pré-vente, donc préacheter le produit, ils vont nous donner l'argent, et avec ce qu'ils nous auront donné, on va développer, on va produire le produit. Et l'avantage de Kickstarter, c'est que nous, comme me disait Henri, on a besoin de l'ordre de 100 000 €. On a dit que si en dessous d'un tel montant, si on récolte des fonds, mais en dessous de ce montant-là, on sait qu'on ne sait pas produire. Et donc dans ce cas-là, on rend l'argent. Et ça, c'est la plateforme qui fait, et c'est très bien fait, et c'est assez bien sécurisé et tout. Par contre, si on arrive au-dessus, et c'est le but, c'est de dire voilà, on reçoit l'argent et avec cet argent-là, on sait qu'on sait produire et on sait qu'on sait délivrer les produits chez tout le monde, que ce soit aux États-Unis, en Belgique ou en Espagne. Vous avez déjà votre endroit de production et tout, ça vous savez déjà. Voilà, disons que tous les fournisseurs, tous les éléments sont tous vraiment déjà bien fignolés. Il y a encore certaines choses qu'il faut encore mieux préciser, etc. Mais on sait qu'aujourd'hui, si on a les fonds nécessaires pour lancer notre produit, on va savoir le faire. Et c'est ça qui est excitant finalement, parce qu'on a envie de le faire le plus vite possible. Maintenant, il faut une campagne de crowdfunding. Henri disait il faut mettre un peu d'argent dedans.
mais c'est aussi, il faut surtout bien tu dois avoir de la visibilité. Il faut savoir exactement quelle personne toucher. Je veux dire, ça se fait via les réseaux sociaux, ça se fait via d'autres canaux sur Internet, etc. Il faut tous les identifier, il faut tous les dire. C'est pas du jour au lendemain que tu présentes ton produit. Il faut il faut faire des teasers, il faut un peu tâter. Et c'est génial. Alors de nouveau, là, c'est pas nos études, quoi. Je veux dire, on n'a jamais vraiment appris ça en auditoire. C'est du marketing, c'est de la com et tout, et c'est génial. Du coup, on s'y prête bien au jeu, c'est super chouette, et on se fait un peu aider aussi par d'autres personnes. Et voilà, de nouveau, il faut se faire aider dans les domaines qu'on connaît. Vous êtes amené à aller dans des domaines que vous ne connaissez pas, à apprendre et aller chercher les gens qui peuvent vous aider, etc. Voilà. C'est génial. Humainement, ça te permet de grandir, je trouve. Ah oui, bien sûr. On développe des compétences pour devenir vraiment polyvalent, parce que c'est vrai que quand on est deux, mais qu'on a un projet d'entreprise, il faut qu'on fasse tout, quoi. On ne peut pas juste dire le droit, on laisse tomber, la communication, on laisse tomber, parce que sinon, on ne pas. Et donc maintenant, vous êtes vraiment à ce stade de lancement, quoi. C'est vraiment... c'est un des moments clés, en fait. C'est un des moments clés. Normalement, fin de semaine, normalement, on va déposer les brevets. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir dévoiler le produit pour la première fois dans sa forme presque finale. Parce que pour l'instant, c'est vrai, notre communauté, etc., elle nous suit parce qu'on fait de la... On explique le projet en disant voilà, c'est un chargeur solaire, un peu comme on l'a fait ici. Mais il y a très peu de gens qui ont encore vraiment vu ce produit tel qu'on l'a imaginé, tel qu'il va sortir, quoi. Donc on sait déjà à quoi il va ressembler, ou vraiment très très proche. On a des images, etc. Mais légalement, on peut pas les dévoiler sous peine d'après ne plus pouvoir les breveter et se faire copier. Et donc on a hâte de connaître vraiment la réaction de notre communauté, d'abord notre communauté, puis après les autres, sur tiens, voilà le produit maintenant qu'on a développé. On peut le montrer, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Venez le toucher à la limite si vous en avez, ici c'est plus difficile via Internet, mais ça c'est comme tu disais, c'est vraiment le moment. Je veux dire, moi je trouve que c'est un peu le moment clé de la structure, en tout cas celui-ci. Après il y en aura plein d'autres, tout ce sur quoi vous avez travaillé, c'est maintenant qu'on le montre, quoi. Je veux dire, on a déjà eu pas mal de feedback, on a déjà eu du bon feedback et tout, donc on s'inquiète pas tellement sur le fait que ça va plaire, en tout cas à certaines personnes, on va dire. Enfin, et ça dépend aussi bien sûr des domaines, des marchés, etc. Mais c'est vrai que voilà, maintenant on va pouvoir présenter. C'est comme quand on fait une présentation et qu'on travaille, et ben le jour où tu le montres, tu es content de pouvoir tiens, maintenant voilà ce que j'ai fait, quoi. Finalement, c'est comme passer un examen. Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai étudié. Et en général, quand tu as bien étudié, tu es content de le montrer. C'est ça, quoi. On estime avoir assez étudié. Et donc vous allez évidemment développer d'autres versions plus tard, quoi. Est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez vraiment vu une amélioration dans la technologie sur les 3 dernières années? Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les modules solaires auxquels on a accès maintenant, c'est un peu les derniers cris, et c'est vrai qu'il y a 3 ans, ça n'existait pas, tout simplement. C'est pas la technologie photovoltaïque en elle-même, c'est le fournisseur qui lui est capable de rendre ça très fin et laminer ça pour que ce soit joli, etc. Il y a 3 ans, voilà, on partait encore sur des cellules standards. Maintenant, on est sur des cellules découpées au laser qui sont assemblées d'une manière qu'on ne sait pas faire en Europe. Donc ça, c'est une technologie sur laquelle on travaille aussi de notre côté, parce que notre but après, c'est de développer vraiment l'entreprise pour même peut-être devenir producteur de panneaux solaires. Donc ça, on a quelques idées. Mais oui, clairement, on voit que le marché évolue vis-à-vis de nos fournisseurs et aussi vis-à-vis des produits finis qui sortent sur le marché. Et c'est vrai que tous les 2 mois, on regarde sur Kickstarter, il y a un autre produit solaire qui se lance. Et souvent, ça nous donne des petits coups de froid et des petits coups de chaud, parce qu'on se dit, ils ont lancé un truc, on se dit, on se démarque encore. Donc, on a encore une place sur le marché, mais c'est vrai qu'au plus de temps ça met, au plus on a peur, en quelque sorte, que quelqu'un vienne faire la même chose ou très proche et que notre produit soit obsolète. Et c'est là tout l'art finalement d'une bonne start-up. Je ne compte pas encore dedans maintenant, mais je veux dire une bonne start-up, c'est quoi? C'est une start-up, une structure qui reste au courant des innovations qu'il y a et qui sait bouger très très vite pour en fait rester toujours au-dessus, mieux que dans la technologie, la meilleure finalement la technologie de pointe qui a son marché. Et donc le tout c'est nous ça fait 2 ans comme on dit qu'on travaille sur ce produit. Maintenant c'est normal, c'est un premier produit, il faut savoir comment ça se met en route, mais le but c'est que ça aille en fait pour les prochains produits, disons s'il y a d'autres produits et il y en aura, dire que ça aille de plus en plus vite dans le développement et dans finalement de connaître les technologies qui sortent. Pourquoi? Parce que ça va tellement vite aujourd'hui, qu'aujourd'hui si on avait mis aujourd'hui notre produit, je pense qu'il est encore toujours le plus petit, etc. Donc on a encore toujours on pense en tout cas, je
veux dire, on veut le dire, on est le meilleur à ce niveau-là. Mais on l'aurait mis il y a 2 ans, ça aurait été encore mieux, quoi. Je veux dire, ça aurait été top. Et donc le tout, c'est d'aller le plus vite possible, c'est de dire, voilà, on fait ce produit-là, et la prochaine fois, on fait un autre produit, que ce soit aussi du solaire, probablement du solaire aussi, mais je veux dire que ce soit dans un format comme celui-ci. Et de faire en sorte qu'on soit les meilleurs, mais directement, quoi. Il ne faut pas attendre 2 ans, parce que si on attend 2 ans, ça prend vite beaucoup de temps. Ça, c'est quelque chose qui est chouette aussi avec la communauté, c'est qu'on a vraiment 700 personnes qui regardent Internet, et quand ils voient un truc qui nous intéresse, parce que nous, on sait pas scanner tout l'Internet tout le temps aussi, on est un peu occupé. Donc c'est vrai qu'avoir 700 personnes qui, parfois, sur leur fil d'actualité, voient une pub ou quelque chose, un chargeur solaire qui nous fait penser à nous, bah, la plupart du temps, c'est des trucs soit qu'on connaît, soit qui nous intéressent pas vraiment. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait quelqu'un qui nous dit « Ah, regarde ça », et on dit « Oh, mince, alors c'est vraiment un nouveau truc, je ne connaissais pas et tout, donc on va un peu les garder à l'œil, quoi. » Et de nouveau, la start-up, c'est la petite structure, quoi. C'est la petite structure qui permet de bouger vite. Qui est agile. C'est génial. Alors qu'une grande entreprise qui fait des énormes choses, et c'est génial, hein, de dire, bah, une grande entreprise ne peut pas bouger aussi vite. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître. Si tu es en start-up, le but c'est de bouger vite, quoi. Si tu es en grosse entreprise, le but c'est de faire quelque chose qui a une croissance continue et lente. Donc c'est ça qui est, évidemment, je crois que c'est le domaine qui nous plaît le plus, nous tous les deux, c'est l'évolution, quoi. Si vous pouviez donner un conseil à un étudiant qui veut se lancer, ce serait quoi? Ou alors la chose que vous avez apprise dans votre parcours? Je crois que pour se lancer, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment genre, tester son idée, pas partir sur des hypothèses préconçues, vraiment se dire, bon ben, moi je pense que c'est comme ça, j'ai un bon feeling, mais je vais quand même vérifier. Ok. Et j'allais dire exactement la même chose, tester son marché d'abord. C'est l'erreur qu'on a fait au début, comme on l'a dit, on n'a pas voulu le refaire une deuxième fois. Et voilà, on est deux, donc on va donner 2 conseils. Et moi j'ai eu la chance de tomber sur Henri, qui est quelqu'un, je trouve, de brillant, et donc on fait une très bonne équipe ensemble. Ah ben, honnêtement, il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, et c'est quelqu'un qui te tire vers le haut dans un domaine, et quelqu'un que tu espères pouvoir tirer vers le haut dans un autre domaine. Je pense que l'équipe est importante, qu'on soit 2, 3, 4, 5 ou 6, 6 ça fait beaucoup, 5 aussi, mais qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est intéressant, mais il faut vraiment être... Si on est 4, il faut être tous les 4 bien ensemble, quoi. Et voilà, je trouve qu'on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Où est-ce que je peux vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors, comme on en a parlé, notre page Facebook, c'est vraiment là qu'on assemble notre communauté. On a aussi lancé un site web récemment qui est sunslice-solar.com. Et sinon, on commence à être présent sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. LinkedIn aussi. LinkedIn, on a lancé. Instagram, ça existe, si vous voulez, vous pouvez les voir, mais il n'y a pas encore de photos. Mais bientôt, il y en aura plein, avec tous nos followers qui vont vouloir poster des photos au Sunslice, on espère. Donc là, aujourd'hui, c'est Facebook et LinkedIn. Et alors voilà, notre site maintenant est en ligne. Il va encore être amélioré, il ne faut pas s'inquiéter, mais il est déjà présentable, il présente déjà bien le produit, etc. Ok. Donc voilà. Et physiquement, si vous voulez nous retrouver, c'est à OC8 Louvain-la-Neuve. Ok, écoutez, merci à vous deux. Merci à vous.